on a vu récemment au Sénégal le Premier ministre se plaindre de cette aide américaine que l'administration Trump envisage de supprimer, qui est 136 milliards de francs CFA. Mais je pense que la suppression de cette dette pourrait être une chance pour l'Afrique pour se développer et trouver d'autres mécanismes pour faire face à cette situation. Les Africains devaient avoir une certaine force diplomatique, essayer de régler d'abord leurs problèmes en interne et avoir une force pour se... Mais Jean-Paul Benoît est très sceptique. Bon, c'est une façon de se faire respecter. Tant que, par exemple, moindre problème, on fait appel à un autre pays hors de l'Afrique, eh bien, personne ne va respecter l'Afrique. Et ce qui se passe, l'enjeu de Trump, c'est Trump, il négocie qu'avec les gens qui sont forts. Merci de la transition, justement. On va parler du bouleversement géopolitique en Occident et dans le monde avec cette question. Est-ce qu'on assiste à la fin de l'alliance traditionnelle entre l'Europe et les États-Unis? Alors, l'ancien Premier ministre français, Jean-Pierre Raffarin, l'a dit cette semaine, je le cite, « Aujourd'hui se pose la question de notre alliance avec les États-Unis. » Alors, il faut dire qu'en quelques jours, le président américain Donald Trump a totalement renversé l'ordre jusqu'ici établi entre son pays et l'Europe. Et à travers ses propos, ces déclarations de son vice-président James Vance ou encore de son chef de la diplomatie Marco Rubio, l'Europe n'est plus traitée comme une alliée, mais comme une vulgaire entité sommée de se prendre en charge et même accusée d'héberger des régimes antidémocratiques. Alors dans le même temps, la Russie bénéficie de tous les égards de la part de l'administration Trump sur fond de guerre en Ukraine. Alors Maître Jean-Paul Benoît, puisque c'est vous qui m'avez donc permis cette transition, est-ce qu'on assiste à un tournant décisif dans les relations entre les États-Unis et l'Europe et plus généralement dans les relations internationales? Alors d'un mot, moi je constate que pour une fois, ça ne veut pas dire que je l'approuve, un homme politique fait ce qu'il a dit dans sa campagne, il va même au-delà. Ah ben il va au-delà. Il va même au-delà. Alors quelle est la situation? Vous l'avez décrite. M. Trump a décidé, pour employer son expression favorite, de faire un deal avec la Russie. La préoccupation de M. Trump, c'est d'éviter que la Chine devienne la première puissance mondiale. Donc, il veut se focaliser sur ses relations commerciales, militaires et stratégiques avec la Chine. Pour ça, il faut qu'il règle ses relations avec la Russie. Au dépend de l'Europe, donc. Alors, qu'il règle ses relations avec la Russie. Notamment. L'Europe est là, géographiquement. Ce conflit avec l'Ukraine est un conflit européen. On peut même reprendre la phrase de De Gaulle, de Dunkerque à l'Oural. Donc, géographiquement, l'Europe est au cœur de ce problème. Mais l'Europe, ce n'est pas M. Trump qui a organisé la faiblesse de l'Europe. C'est l'Europe elle-même qui s'est enfermée depuis des années dans une espèce de renoncement à son rôle mondial stratégique. Et moi, j'ai écrit, alors je m'excuse de me citer, j'ai écrit il y a 3-4 ans un livre, qui était un livre d'entretien, et j'ai repris la formule. Rappelez-nous le titre. L'être ou le néant. Oui. Donc l'Europe est d'abord divisée sur toute une série de sujets, et on l'a vu à la fois à la fin de la conférence de Munich, on l'a vu aussi lors de la première réunion à l'Élysée où M. Scholz, avant même que la réunion soit terminée, a pris la parole pour dire je n'enverrai jamais de troupes, même des troupes de maintien de l'ordre en Ukraine. Donc l'Europe montre ses divisions et son incapacité militaire et sa faiblesse militaire. Donc Trump a une vision extrêmement simpliste des choses. Pour lui, l'Europe est un partenaire qui doit maintenant assurer sa sécurité. Et M. Trump a une approche commerciale plus que politique des choses, veut se faire rembourser en accaparant un certain nombre de terres rares en Ukraine, les soi-disant 500 milliards que les États-Unis ont dépensés pour aider l'Ukraine, sauf que les États-Unis, quand ils prêtent de l'argent à un pays, le recyclent toujours pour qu'on achète des produits américains, ce qu'on a fait d'ailleurs au moment du plan Marshall.
Donc c'est une redistribution des choses. Mais moi, une approche commerciale, mais pas seulement. Il y a quand même un fond idéologique dans tout ça. C'est pour ça que j'ai parlé de la Chine. Mais je dis deux choses pour en terminer. La démocratie américaine, elle vit, même si les démocrates sont absolument muets et sidérés. Il y aura des élections de mi-terme dans 2 ans. Donc là aussi, le Congrès peut retrouver un rôle. Et la présidence de M. Trump va durer 4 ans. Et au bout de 4 ans, il y a une nouvelle élection. Donc, le monde, la vie internationale, la vie politique est en changement. Il peut s'en passer beaucoup de choses en 4 ans. Et il peut se passer beaucoup de choses en 4 ans. Mais l'Europe, où l'Europe veut jouer son rôle, c'est quand même un ensemble de 450 millions d'habitants, qui est riche, qui a des chercheurs, qui a produit, qui a des armées mais complètement dispersées, où l'Europe décide de disparaître et d'être un partenaire au gré des fluctuations, où elle veut jouer son rôle dans le monde. Est-ce pour autant la fin de l'OTAN? Alors ça, c'est un autre sujet. Là, c'est lié. Bien sûr, c'est absolument lié. Bien sûr lié, mais c'est un autre sujet. Oui. Que veut faire Trump véritablement de l'OTAN? Moi, je n'ai pas la réponse. Il dit simplement les Européens doivent augmenter leur participation aux charges de l'OTAN. Et donc, 3% du PIB, maintenant il est à 5% d'ailleurs. Et c'est vrai aussi que si on veut peser, la vie internationale, et je dis une banalité, c'est un rapport de force. Ça n'est pas, et De Gaulle le disait sans arrêt, la vie internationale n'est pas une relation d'amitié, c'est un rapport de force et d'intérêt. Et Trump, voilà, il est là avec tous ses pouvoirs, son équipe constituée, beaucoup mieux constituée que c'est lors de son premier mandat, puisqu'il ne pensait pas... C'est entouré d'idéologues. Et il ne pensait pas gagner contre... Cette fois-ci. Contre... non, il ne pensait pas gagner contre... la candidate démocrate de son premier mandat. Kamala. Hein? Clinton. Oui, de Clinton. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Tout peut se passer. Et comment va réagir la Russie maintenant? Parce que... Je vais poser la question sur l'OTAN. Est-ce qu'on va accepter après, on fera un tour de table. Je veux dire que quelle est la substance de l'OTAN dès lors que M. Trump, président américain, devient le meilleur allié de la Russie? Le meilleur allié, j'en sais rien si c'est... écoutez, si. Non, dans cette déclaration. M. Poutine a déclaré cette semaine qu'il avait le meilleur ami, c'était M. Trump. Non, mais Trump est toujours dans un système où il y a une exagération dans l'expression. Ça produit des effets. Oui, exactement. Et à partir du désordre qu'il crée, intellectuel, diplomatique, économique, quel bénéfice puis-je en tirer pour les États-Unis? Et il reste America First. On parlera du narratif d'ailleurs de Trump qui s'aligne de plus en plus sur celui du Kremlin d'ailleurs. Hein. Quand il qualifie Zelensky de dictateur sans élection, et puis avec un narratif évidemment qui est une démonstration, un exercice de vérité alternative ou de réalité alternative, comme on en a rarement vu chez un chef d'État. Il faut dire juste une chose. Oui. Juste une chose. Moi, j'ai toujours pensé, quand j'étais au Parlement européen, je suis allé souvent dans les pays, à Vilnius, Riga et en Ukraine. Et j'ai toujours dit que quand ces pays négociaient leur entrée dans l'Union européenne, j'étais tout à fait favorable, mais qu'ils ne devaient pas négocier parallèlement leur entrée dans l'OTAN et qu'ils donnaient un prétexte aux Russes. Un prétexte, je ne dis pas que les Russes ont raison, un prétexte pour que les Russes fassent pression, estiment qu'ils étaient entourés, c'est ce qu'ils disent, de menaces otaniennes. Et je l'ai répété des dizaines de fois aux dirigeants ukrainiens. Je n'ai pas eu l'honneur de connaître Zelensky, mais tous ses prédécesseurs disaient... Alors, pas le prédécesseur qui était russophile, mais les autres, ne négociez pas votre entrée dans l'OTAN, vous donnez un prétexte à la Russie. Un prétexte, je dis bien le mot prétexte. De là à inverser la réalité en considérant que Zelensky qui est l'agresseur et non pas la victime d'une guerre impérialiste, c'est quand même, voilà, on en est là. Gratien. Ouais, en fait, les Européens, ils ont l'impression que les États-Unis, c'est l'oncle. Pratiquement, c'est comme si nous, les Africains, on avait considéré président Obama élu, voilà notre homme qui arrive au pouvoir. Mais finalement, on a déchanté parce que c'était un président des Américains. Et là, Trump, au-delà de l'idéologie, je pense que c'est presque un homme d'affaires. Il veut réaliser des économies. C'est un président des États-Unis. C'est un président des États-Unis. Il ne veut pas dépenser pour l'Europe. Il ne veut pas que l'Europe l'entraîne dans des conflits. Parce que Trump, finalement, n'aime pas les guerres.
il essaie d'éviter les guerres. Pour l'instant, oui. il a du mal à faire la paix pour l'instant. Oui, mais je pense qu'il va y arriver. Je ne suis pas sûr que cette proposition... Les Européens, à un certain moment, il y a des gens, des votants en guerre. Ce qui fait que c'est vraiment opposé. Ils n'ont pas les moyens pour faire la guerre. En même temps, ils veulent la guerre. Il faut savoir ce qu'on reproche aux Européens. On reproche aux Européens d'avoir été des pacifistes. Au contraire. Voilà, plutôt naïfs depuis la fin de la Deuxième Guerre. C'est pas qu'ils étaient naïfs. Et là, vous dites, ce sont des votants en guerre. Alors, oui, bien sûr, parce qu'ils ils sont allés, notamment les Anglais, ils sont allés voir les Ukrainiens en disant ne signez pas un accord 5 jours après l'attaque. Non, ne signez pas un accord. Il y avait une possibilité de... Les Européens n'étaient pas naïfs. Les Européens sont remis à la protection américaine. Et au sein de l'Union européenne, je l'ai vécu, il y a très peu de pays, à cause de leur passé, de leur histoire politique, diplomatique, conceptuelle, qui veulent que l'Europe joue un rôle majeur dans le monde. Il y a 2 pays qui ont joué un rôle majeur dans le monde, avec toutes les critiques qu'on peut faire sur l'histoire de l'Angleterre et de la France, c'est l'Angleterre et la France. Et la France, d'une certaine manière, à travers l'Europe, veut ressusciter sa puissance passée. Et pourquoi? Elle a du mal. Hein. Quel est le partenaire? Le premier qui est venu à l'Élysée, c'est le Premier ministre britannique. Absolument. Et c'est avec ce Premier ministre britannique, je crois que M. Macron va se rendre à Washington. Peut-être avec le Premier ministre britannique. C'est ça. Ben? Oui, en fait, moi, je vois les choses autrement. C'est-à-dire, cette administration Trump, elle n'est pas aussi idiote que ça. Aussi? Elle n'est pas aussi idiote que ça. Ben, personne l'a dit. Oui. Idiot. En fait, parce que les gens ont l'habitude de qualifier cette administration en pensant à Donald Trump qu'on considère comme un peu... Mais il y a une logique. Comme un peu quoi? Oui. Mais il y a une logique bien définie qui est là. Il y a une logique. Il y a un pragmatisme qui est là. Parce que tout ce que veut l'administration de Donald Trump, c'est d'avoir les coups des franches, comme le disait Maître Benoît, pour faire face à la Chine. Et en étudiant la situation au sein de l'Europe, depuis le début de la guerre, tout le monde savait que les troupes russes n'allaient jamais rentrer dans Kiev. Tout le monde le savait. On savait également que les troupes ukrainiennes n'allaient jamais rentrer dans Moscou. Non, ça, non, Moscou, non. Donc, qu'est-ce que fait l'administration Trump? On a une situation qui est là. On a besoin de résoudre le problème une bonne fois pour toutes. Il y a une logique, c'est cette logique qui est là. Et c'est pourquoi même, ils ont négocié, ils ont lancé les choses en solo et sont partis en Arabie Saoudite. Oui. Et c'est pas anodin. Vous trouvez que c'est du pragmatisme, ça? C'est du pragmatisme parce que c'est pas anodin. Il y a quelques minutes, quand même, vous étiez en train de fustiger Paul Kagame en disant qu'il agressait un pays étranger. Mais là, et là, vous trouvez normal que ce soit pragmatique, que Donald Trump, finalement, demande à Zelensky d'être un peu, je dirais... Non, le pragmatisme, c'est que les États, comme on a l'habitude, ici, les États n'ont pas d'amis, ils ont toujours des intérêts. Oui. Et donc, les États-Unis, à travers l'administration Trump, le but du jeu, c'est d'avoir les coups des franges. Oui. Parce qu'ils vont au-delà de cette question de l'Ukraine. Oui. Il y a également la question de Gaza qui est en arrière-plan. Oui, le choix de l'Arabie Saoudite n'est pas anodin. D'accord. Et donc, le but du jeu, c'est, au vu des faiblesses de l'Europe, de leur dire, bon voilà, vous êtes incapables de vous entendre, vous êtes incapable de résoudre le problème, moi j'y vais à ma manière. Et ma manière, c'est quoi? C'est avoir les coups de franges pour faire face à l'omniprésence de la Chine qui menace mes intérêts. Donc moi, je vais négocier directement avec le Kremlin, quitte à traiter Zelensky de tous les noms d'oiseaux, mais le but du jeu, c'est d'avoir et d'arriver à une paix et à un accord. Quand ça sera un cessez-le-feu, je ne sais pas si ça sera une paix. On verra. Mais au moins d'arriver à un cessez-le-feu. C'est le but du jeu, le premier élément c'est la première étape. C'est la première étape pour mettre fin à une guerre, c'est un cessez-le-feu. Alors, est-ce que tout ce que vous décrivez là, je veux dire, est favorable à ce qu'on a appelé encore, j'ose encore le dire, est favorable à un ordre mondial ou au droit international? Oh, pas complètement.
Mais ce sera favorable au moins aux intérêts des États-Unis dans un point. Non, mais Ah ouais, très bien. Trump se bat contre tout ce qui est multilatéral, que ce soit en matière commerciale, que ce soit en matière internationale. Il s'est retiré d'ailleurs de toute une série d'organismes internationaux, en commençant par l'Organisation mondiale de la santé. Ouais. Donc c'est cette logique qui est là. C'est une autre logique. Vous êtes aussi un partisan du pragmatisme comme Ben? Moi, ce que je pense, c'est qu'on rigole beaucoup moins de Donald Trump et du temps de la campagne de ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt au temps des inquiétudes. Ah oui, ça c'est sûr. Les inquiétudes sont très grandes. Il y a une redéfinition claire des rapports entre l'Union européenne et les États-Unis. Et là où je rejoins ce qu'a dit Maître, c'est que l'Union européenne doit forcément être fort. Parce qu'avec Trump, c'est comment ça fonctionne, c'est la loi du plus fort. Et quand on voit ce qui se passe au Canada, le Canada, pourtant qui est un allié aussi historique des États-Unis, on remet en question l'ALENA au niveau de l'Amérique du Nord, on ne parle même plus maintenant on ne doit plus dire Golfe du Mexique, mais Golfe d'Amérique. Les Canadiens ont diversifié. Le Golfe du Mexique, selon les Mexicains, attendez, pour les Mexicains, c'est toujours le Golfe du Mexique. Oui, bien sûr, non, mais c'est pour vous dire ce qui... C'est Trump qui rebaptise. Oui, Trump qui rebaptise et qui montre un peu sa définition du monde. Oui, c'est ça. Et quand on voit le Canada, comment ils réagissent, le Canada, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, ils voulaient faire le 51e État. 51e État, exactement. Donc là, ce qu'il faut, on a vu, c'est une diversification, ce qu'est en train de faire le Canada, c'est une diversification des partenaires commerciaux, c'est d'essayer de lever cette logique douanière qui est imposée au Canada. Donc en fait, si l'Union européenne continue de penser que les États-Unis vont fonctionner comme le monde d'avant, à savoir avec cette alliance historique entre les deux continents, je pense qu'ils sont totalement dans l'erreur. C'est une opportunité, vous voulez dire, pour l'Europe et pour le reste du monde. Exactement. Comme disent les Chinois, là où il y a une crise, il y a une opportunité. Il y a une opportunité de créer quelque chose de solide sur le plan de la sécurité depuis le temps qu'on en parle. Et Emmanuel Macron en avait parlé notamment à la conférence de la Sorbonne. Donc je pense que oui, il faut réagir. Et après, il faut aussi être très pragmatique dans la vision et la lecture des choses. On ne va pas non plus balayer d'un revers de main l'alliance qu'il y a entre les Américains et l'Union européenne. Quand ça pèse en termes de volume, les échanges commerciaux, 1500 milliards de dollars, on ne peut pas non plus comme ça dénier ce qui se passe de manière factuelle. Mais en tout cas, il faudra réagir différemment. Parce qu'il y a une redéfinition du monde et des alliances. Et avec Donald Trump, en fait, il fait fi totalement de toutes ces institutions. C'est ça qu'on est en train de voir avec lui. Il faut comprendre vraiment le langage de Trump. Trump est quelque chose de très, très, très singulier et qu'il faut prendre très au sérieux. Il faut prendre au sérieux. Tout n'est pas nouveau dans ce qui se passe entre l'Europe et les États-Unis. L'Europe a accepté depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale d'être totalement dépendante des États-Unis pour sa protection nucléaire. Et chaque fois que le problème a été posé en Europe, le premier avatar, ça a été la CED, la Communauté européenne de défense, sous la 4e, et on a continué. Et aucun pays européen. On s'en est remis aux États-Unis. Et même le discours démocrate, c'est pas le même vocabulaire, certes. Absolument. Mais le droit américain est un droit universel. Tout à fait. Et le dollar est la monnaie universelle. Donc à aucun moment, les États-Unis n'ont renoncé à leur rôle de puissance majeure et tutrice, d'une certaine manière, de l'Europe. Et l'Europe s'est abandonnée à cette espèce de confort factice qui aboutissait, d'une certaine manière, à une forme de soumission. Moi, je l'ai vécu, et comme haut fonctionnaire européen, et au sein du Parlement européen, où dès que les États-Unis prenaient une position sur tel et tel sujet, notamment les aides à Airbus, il y a eu tout un débat. Le cinéma français qui était subventionné, les Américains disaient c'est une subvention. Nos partenaires européens commençaient par s'aligner sur les positions américaines et c'était toujours très difficile de dire mais si vous voulez que l'Europe soit une entité forte qui joue un rôle, c'est pas comme ça qu'il faut faire. On disait oui mais ça c'est bien les Français qui donnent des leçons. Et c'est très compliqué cette affaire internationale. Mais il ne faut pas renoncer. Gratien, il ne faut pas renoncer. Gratien, j'aimerais terminer avec vous pour parler de l'Afrique. Et l'Afrique dans tout ça. Parce que voilà, on a entendu il y a quelques semaines, quelques jours, le président sud-africain Cyril Ramaphosa rappeler aux États-Unis, rappeler à Donald Trump que son pays, l'Afrique du Sud, n'était pas une province américaine. Hein. On sait les tensions en cours entre les deux pays. Est-ce que l'Afrique n'est pas en train d'être marginalisée par rapport à tous ces bouleversements en cours? Puis la question qui se pose, c'est comment faire émerger pour le continent une diplomatie forte, souveraine, quoi.
Oui, alors, c'est vrai que tout ce qui se passe, on a l'impression que l'Afrique n'existait pas. Déjà, Trump s'en prend à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud se débat tout seul, pas un autre pays qui va le soutenir, pas l'Union africaine. Et en fait, cela tout dépend de l'absence de force. L'Union africaine les Africains devaient avoir une certaine force diplomatique, essayer de régler d'abord leurs problèmes en interne et avoir une force pour se... Mais Jean-Paul Benoît est très sceptique. Bon, c'est une façon de se faire respecter. Tant que, par exemple, moindre problème, on fait appel à un autre pays hors de l'Afrique, eh bien, personne ne va respecter l'Afrique. Et ce qui se passe, l'enjeu de Trump, c'est... Trump, il négocie qu'avec les gens qui sont forts. Dès qu'il voit une certaine faiblesse, les gens vont commencer. Par exemple, là, il commence à l'Europe. À un certain moment, je me dis qu'il va s'attaquer à l'Afrique. Et il va dire, finalement, bon, et avec l'USAID, ça fait que, par exemple, en Afrique, dans beaucoup de pays, l'USAID finançait, par exemple, les médicaments de VIH. Et donc, il arrête. Il va y avoir beaucoup de problèmes dans certains pays. Il va couper les aides. Il va couper, par exemple, il va mettre les droits de douane plus élevés pour certains pays. Et donc, les pays vont essayer de s'aligner un à un. Donc, il n'y aura pas une force pour se représenter. Et éventuellement, les Africains ne vont pas se retourner vers certains amis, les nouveaux amis. Par exemple, les Chinois, ils vont essayer de faire l'équilibre. Parce qu'en certain moment, les Chinois... Mais on nous parle des Européens. Les Européens, ils ne font rien. Les Américains, finalement, ne font rien. On nous dit les Chinois, il ne faut pas aller vers les Chinois. Mais les Chinois nous ont aidés dès le départ. Mais donc... Du fait, on doit se retourner. La Chine se développe. Il y a l'influence russe aussi en Afrique. Il y a l'influence russe, oui. Il y a les Turcs. Il y a beaucoup de gens. Mais là, c'est multilatéral. Donc, en fait, on doit essayer de diversifier. Les Turcs qui sont soi-disant dans l'OTAN. Mais où Trump peut avoir... Alors, il faut conclure. Oui, où Trump peut avoir des surprises, c'est qu'à force d'augmenter les droits de douane, s'il y a une réciprocité, ça va renchérir les produits pour la consommation américaine, relancer l'inflation, et ça peut poser des problèmes aux citoyens américains. Grégory, c'est pas si simple. Quelques secondes. Juste pour dire, en fait, ce qui surprend le plus, c'est pas la logique d'intérêt qu'a Donald Trump. Tous les pays ont des logiques d'intérêt. Ce qui surprend le plus, c'est le fait que les États-Unis n'assurent plus le rôle de gendarme du monde. C'est ce qu'on attend de la première puissance mondiale. Je suis pas sûr que ce soit le terme... Si, un gendarme pour assurer la paix, une logique de paix, en tout cas une logique qui crée un cadre commun à tous les pays. Aujourd'hui, on voit que ça crée quand même une... Ça, depuis la guerre du Golfe, la deuxième guerre du Golfe, déjà, la question se pose. Mais là, on est dans un bouleversement total. Dans un bouleversement. Absolument. Et cette fois-ci, effectivement, c'est comme vous disiez, c'est du sérieux. Un dernier mot, c'est juste par rapport à l'Afrique. On a vu récemment au Sénégal le Premier ministre se plaindre de cette aide américaine que l'administration Trump envisage de supprimer, qui est 136 milliards de francs CFA. Mais je pense que la suppression de cette dette pourrait être une chance pour l'Afrique pour se développer et trouver d'autres mécanismes pour faire face à cette situation. On verra.